Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur Rewmi FM et nous recevons Ali Mohamed Sega Camara, ancien secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire et président du mouvement pour le parti de la construction. Alors, nous passons à l'affaire Khalifa, un autre candidat qui risque de rater la campagne ou le démarrage en tout cas, puisque le délibéré ou l'examen de son recours au niveau de la Cour suprême a été renvoyé au 20 juillet. Y voyez-vous également une main politique derrière? Avant de répondre sur la question de Khalifa, je voudrais juste dire, pour terminer, donc l'autre aspect, vous m'avez posé la question, comment il faut faire pour vraiment que les députés ou le Parlement soient vraiment en mesure de... Alors, nous pensons simplement que des gens de ma trame sont dans la coalition Sopali. Si les Sénégalais nous font confiance, et nous accorde le maximum de députés, nous allons révolutionner le Parlement. Quel changement comptez-vous apporter? Alors, on ne fait pas de campagne, hein, oui, le CNRA surveille. Je ne voudrais dire pas le contenu vraiment donc, des initiatives, mais nous allons prendre 10 initiatives de loi. Que faut-il changer justement par rapport à... Nous allons beaucoup changer. Tout ce qui touche au vécu donc, des citoyens, tout ce qui touche au fonctionnement de l'administration, nous allons nous y mettre tout de suite pour prendre des initiatives de loi et changer complètement. Obliger le gouvernement à faire ce qu'il n'avait pas envie de faire et qu'il devrait faire. Ça, c'est important. La deuxième chose, concernant vraiment le dossier Khalifa Sall, je ne connais pas la teneur du dossier, mais Khalifa a mon soutien le plus fort et le plus total. Ça, parce que vous êtes sorti, vous n'êtes plus du camp présidentiel. Non, au-delà. Je ne me suis jamais prononcé là-dessus. Parce qu'on ne m'a jamais posé de question dessus. Si on m'avait posé, moi j'ai toujours nous avons toujours notre liberté de ton. Madame, c'est ça. Peut-être qu'il gêne. Notre souveraineté en tant que parti politique, nous ne la négocions nullement. Notre liberté de ton, nous ne la négocions nullement. Et si on a des choses à dire, nous les disons à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle vous ne nous entendez pas dans la presse. Si nous ne sommes pas entendus, on profitera de notre meeting pour souligner les incohérences. On sortira pour faire un meeting dans une région, dans un département, et on souligne les incohérences. Comme ça, l'autorité finira vraiment donc par entendre au même titre que les concitoyens que voilà des choses qui ne sont pas convenables. Et donc, nous les soulignons parce que nous n'avons pas été entendus à l'intérieur. Mais le cas Khalifa Sall, c'est ulcérant. C'est ulcérant. Il y a eu des cas de jurisprudence. C'est cela pour le fond du problème. Quand il y a eu des maires qui sont passés dans la même municipalité, on dit nous avons fait les mêmes choses. Il y a des cas de jurisprudence. Et la jurisprudence, elle sert à quoi? Elle sert à résoudre justement le problème qui s'est posé. Pourquoi les juges ne vont pas aller dans ce sens et pourquoi le pouvoir ne va pas aller dans ce sens? Vous croyez battu alors à l'indépendance de la justice? Je n'ose pas le dire parce que je respecte beaucoup les magistrats. Mais ils doivent s'ajuster beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de magistrats dans ce pays-là qui sont très indépendants. Et je les respecte. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Je ne pourrais pas m'avancer. Ils sont manipulés. Mais à vous entendre parler, c'est à quoi? Je n'ose pas vraiment donc le dire en ces termes. Mais je dirais qu'il y a énormément de magistrats dans ce pays qui sont très souverains, qui sont très indépendants, qui sont libres d'esprit et qui savent vraiment donc ce qu'ils ont à faire. Bon, ben, dans la loi naturelle, il y a ce que l'on appelle le plus et le moyen. Donc ces phénomènes-là, ça peut toujours exister. Au sein d'un même corps, il y a forcément donc les deux bornes. Alors pour Khalifa, espérez-vous qu'on lui permette de battre campagne, de s'adresser aux électeurs? Si la loi le permet, il faut lui permettre de le faire. On n'a pas besoin de s'acharner. Il ne va pas fuir, il est dans le pays. Il est dans les liens de la détention préventive. Il n'est pas encore condamné. Sa culpabilité n'a pas encore été prouvée à ce que je sache. Sur la base de cela, il y a une présomption d'innocence. S'il y a la présomption d'innocence, on doit lui permettre donc de battre campagne. Comprenez-vous justement le fait qu'on lui refuse à chaque fois la liberté provisoire? Comme je ne suis pas juriste, je n'ose pas vraiment m'aventurer et me prendre les pieds dans le filet. Mais s'il y a toujours une possibilité
ce que l'on appelle en Wolof les ngeledju donc de la loi, eh bien donc qu'on doit passer par ces ngeledju de la loi pour lui permettre vraiment de battre campagne et même de retrouver sa liberté. Ne pensez-vous pas à une alliance avec lui, Khalifa? Non. Actuellement, nous avons notre coalition et Khalifa a sa coalition. Non, pour les prochaines joutes. Ben, quand on se retrouvera au Parlement, on verra ce qu'il y a à faire. Vous serez candidat à la présidentielle? Quand le moment viendra, nous vous aviserons. D'accord. Actualité aussi, c'est les fuites au baccalauréat 2017. Des épreuves ont été reprises. D'aucuns aussi proposent même la reprise de toutes les épreuves, estimant que sans cela, ce bac-là ne sera pas fiable. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui en tant que Sénégalais de voir l'enseignement à ce niveau-là? Surtout l'enseignement supérieur. Ça me fait mal triplement. Triplement mal. Mal en tant qu'enseignant, mal en tant que citoyen, mal en tant qu'acteur politique et institutionnel. J'ai moi-même proposé des sujets, en tant que professeur, j'ai proposé des sujets qui ont été adjugés et qui sont sortis. Et qui n'ont jamais fait l'objet vraiment donc de fuite ou quoi que ce soit. Quand j'étais dans l'exercice. Je crois qu'il doit y avoir au Sénégal un certain nombre de comportements. Parce que c'est une responsabilité sociétale. Il n'y a pas que seulement le gouvernement. Un professeur qui propose un sujet ne doit jamais s'aviser à proposer ce sujet-là à ses élèves. Il ne doit pas le faire. Dès que vous proposez le sujet à l'office du bac, vous devez retenir votre main et votre langue. Vous pensez que la fuite vient des enseignants? Non, attendez. Je suis en train donc de faire un raisonnement. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que l'office du bac doit avoir à contrôler les sources des sujets proposés. Est-ce que ce sujet-là a été extrait d'une périodique, d'un site internet? Tout le monde fait de la recherche. Ce sujet a été traité ailleurs, comme ce fut le cas lors du concours général. Oui, est-ce qu'il a été traité ailleurs? Peut-être que ça va être très difficile donc de le savoir, mais au moins connaissons les sources. Si les sources sont fiables et ne sont pas exposées, naturellement vous pouvez sélectionner ce sujet. Je suis en train de montrer des séries de responsabilités là où ça peut être, ça peut découler. Et c'est comme ça que ça se fait. L'État, dans sa globalité, doit savoir que le baccalauréat, et il le sait déjà, est le premier diplôme universitaire. La crédibilité de notre système d'enseignement supérieur dépend justement de la crédibilité du baccalauréat. Et le baccalauréat de 2017, à mon humble avis, doit être complètement annulé et repris donc dans une autre session. Et entouré tout cela donc d'une garantie ferme. Ceux qui sont chargés vraiment donc de faire les scellés, de garder les épreuves, qui sont en contact avec ces propositions et qui ont eu justement à sélectionner donc les sujets, doivent aussi se revoir. Parce que quand il y a une situation, comme le posaient donc les anciens Romains, sui prodes, à qui profitent les crimes, c'est ça qu'il faut d'abord chercher. Les élèves et les parents d'élèves doivent aussi se revoir. Quand des gens sont prêts aujourd'hui, quand il s'agit donc de l'enseignement moyen, le BFM, le baccalauréat, les parents sont prêts à prendre des millions et à investir pour avoir donc des sujets pour que leurs enfants puissent avoir le baccalauréat. Donc ça veut dire qu'ils savent que leurs enfants ont donc des diplômes de l'enseignement supérieur qu'ils ne méritent pas. Imaginez-vous que maintenant ces enfants-là aillent vraiment donc dans des écoles de médecine, qu'ils en sortent comme des médecins. C'est vrai que le fondement de l'école, c'est la triche. Moi, enseignant, je sais que c'est cela. Le fondement de l'école, c'est la triche. En tout cas, l'école française. Mais il y a un niveau vraiment d'amélioration qu'il faut apporter pour corriger ces anomalies. Donc, imaginez que cet enfant vraiment soit médecin et qui vraiment, voilà, donc de la santé des gens. Qu'est-ce qui va arriver à cette population? Mais l'autre question, surtout, c'est comment en fait on forme l'enseignant et comment on le recrute et à quel niveau on recrute l'enseignant.
de l'élémentaire d'abord. Vous prenez quelqu'un qui a son brevet de fin d'études moyennes, le BFM. Mais la classe de troisième n'est pas la classe de raisonnement. La classe de raisonnement commence à partir de la seconde. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de raisonner, vous transformez cette personne-là en enseignant. Qu'est-ce que cette personne-là va transférer vraiment à l'enfant? La formation, l'essentiel en tout cas, se fait à la base. Oui, oui. Donc si l'enfant rate vraiment donc, ce qu'il rate, ben, naturellement, le processus continue. Qu'est-ce qui va arriver? Comment devrais-je trouver les moyens donc, de pouvoir m'en sortir en dehors donc, de mes capacités propres? Voilà qui fait le lit vraiment donc, de la triche. Et c'est tout ça qu'il faut revoir. Et le système d'organisation de l'Office du bac. Donc ceux qui réclament le départ de Babou Diakham, le directeur de l'Office du bac, ils ont raison à votre avis? Il faut d'abord enquêter. L'enquête est en cours. Oui, mais il faut d'abord enquêter jusqu'à ce que l'enquête aboutisse et après situer les responsabilités. Si les responsabilités... Vous entendez parler, les responsabilités sont partagées, puisque vous même parlez si même des parents, oui, qui achètent les épreuves. Un élève peine à avoir quand même 20 000 francs, normalement, un élève normal qui ne travaille pas encore. Donc s'il a de l'argent pour acheter des épreuves à 70 000 ou plus, c'est parce qu'il a pu le trouver quelque part. Oui, madame, ça c'est une vérité absolue. Hein? Donc... celui qui vous dirait le contraire, ça veut dire qu'il n'a pas pratiqué le milieu. Moi, je suis enseignant, je suis professeur de géographie, même si je n'exerce plus. Et ça, c'est important vraiment à comprendre. Mais je dis, quand il y a une situation, il faut d'abord enquêter, situer les responsabilités et ensuite prendre donc, les mesures allant dans le sens de sanctionner et de corriger. Ce qui étonne le plus dans cette affaire de fuite aussi, c'est le silence du gouvernement. Le jour même où cette affaire a été ébruitée, il y a eu Conseil des ministres, on n'en a pas parlé. Depuis lors aussi, il n'y a pas eu de déclaration officielle du ministre de tutelle, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur. On ne fait pas encore grand-chose par rapport à cette affaire. Alors, cela vous inspire quoi, ce mutisme-là? Ça me fait sourire parce que simplement, quand les syndicats d'enseignants ont attiré l'attention donc, de l'autorité de tutelle, qu'il y a ceci, ils sont sortis. Ils ont déposé plainte. Et ils ont déposé plainte. Oui, c'était lors des épreuves de philosophie. La chose s'est amplifiée maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Ça devient cocasse. Quelle va être donc l'attitude de l'autorité? C'est de garder ce silence-là alors. De garder le mutisme, c'est ça qui me fait sourire. Mais aussi, à vous entendre expliquer, on se rend compte que le mal est plus profond qu'on ne le pense. C'est de la base au sommet, depuis l'enseignement élémentaire. Alors, en tant qu'enseignant sénégalais, politique, qui aspire à diriger ce pays, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire pour sauver le système éducatif sénégalais? Je crois que c'est le système éducatif lui-même qui n'est pas en adéquation avec les aspirations de la société. C'est-à-dire? Oui, parce que savez-vous, d'abord, regardez, l'enseignement général, ça vous mène à quoi? Une accumulation de connaissances? Même l'évaluation de cet enseignement-là pose problème. La plupart des professeurs d'université, sinon vraiment la quasi-totalité des professeurs d'université, ne sont pas formés à la docimologie, qui est la science de l'évaluation. Il y a un premier niveau. Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui et qui puisse permettre à l'enfant qui est sorti donc de l'école avec un diplôme de pouvoir être sur le marché de l'emploi et être compétitif? Tout ce qu'on nous propose dans les écoles de formation, c'est banque, finance, assurance, logistique. Aujourd'hui, on voit un peu, parce qu'on parle de pétrole au Sénégal, on voit quelques instituts qui commencent à sortir donc de terre. Mais est-ce que banque, assurance, finance, logistique, le niveau d'utilitaire au Sénégal, c'est 12% qui utilisent les routes. 12%. Quand je voyais ces statistiques-là il y a quelques années de cela. 12%. Vous voyez ces écoles-là pousser comme des champignons? Pour mettre combien de personnes sur le marché de l'emploi? On a des masters qui pullulent.
L'enfant qui passe dans le coin là, vous lui demandez, il dira je suis titulaire d'un master en tel. Mais qu'est-ce que vous faites après ça? Un problème d'adéquation, formation, emploi. Oui. Formation, enseignement, apprentissage et formation avec la situation économique même donc du pays. Il faut revoir le système éducatif en profondeur. Ne pas faire simplement des concertations et les mettre donc dans les tiroirs. Non, il faut aller à l'application des mesures issues des concertations. La CNRF de 83 et la concertation qui s'est passée il y a 1 an ou 2 ans de cela, où sont les conclusions? Quel est le niveau d'application de ces conclusions? C'est des experts. Ce sont des citoyens qui ont réfléchi sur ce système-là. Il s'agit maintenant de prendre à bras le corps cette affaire. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Quand vous invitez les gens à une réflexion, ils se sont donné corps et âme et ont produit des résultats. Ces résultats méritent d'être appliqués pour que le pays puisse se sentir mieux. Il faut changer de fond en comble le système éducatif. Mais la tendance au Sénégal, on nous traite même de séminaristes. On fait des réunions, on fait des séminaires, on tire des conclusions et puis on les range dans les tiroirs. Ce que vous dites là, c'est aussi le cas de la CNRI, la Commission nationale qui révisait les institutions ou qui en proposait de nouvelles pour le fonctionnement, bien sûr, dirigé par le professeur Mbow. Alors, c'est un manque de volonté politique, à votre avis? Ça me fait sourire parce que ça me rappelle pourquoi j'ai eu des bisbilles avec les autorités d'un pays limitrophe. Quand je suis arrivé avec mon programme, parce que j'ai dirigé une ONG panafricaine qui peut travailler au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau. Et je suis arrivé avec mes programmes qu'on avait négociés, on a eu l'accord donc du gouvernement. Au moment de l'application, on me dit, mais toi tu ne fais pas de séminaire. Les autorités locales me reprochent de ne pas faire donc de séminaires. J'ai dit, mais je n'ai pas d'argent pour les séminaires. Moi, j'ai des résultats donc des choses fin prêtes que je dois appliquer pour avoir les résultats au bénéfice donc des communautés, des populations, y compris de l'administration. Je suis sur l'application donc de ces mesures-là sur le terrain. Habitué à ce format-là, séminaires, réunions. Vous imaginez, c'est tout cela là. C'est vrai que les séminaires, les réunions sont intéressants, c'est important vraiment parce que c'est des moments de réflexion, c'est des moments de partage et d'échange, etc. C'est important. Mais ça doit prendre moins d'ampleur. Qu'on applique aussi. Voilà, donc tout ce qui en sort, il faudra forcément appliquer directement sur le terrain. Mais malheureusement, après, on va les faire dormir. Certains vont les compiler dans leur tiroir, pour qu'au cas où ils se présenteront comme consultants, ils vont tirer donc et faire du coupé-collé. On joue la dernière manche de ce grand oral. On parle de sécurité alimentaire. Vous avez été secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. On nous avait promis l'autosuffisance en riz pour 2017. Est-ce possible? Nous sommes en 2017. On doit poser la question au ministre de l'Agriculture qui s'était engagé dans cela avec le président de la République si nous avons atteint. En tout cas, je sais que le Sénégal continue à importer vraiment du riz et continue à importer des denrées alimentaires jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, notre assiette alimentaire crève la balance justement du Sénégal. Avons-nous une sécurité alimentaire justement? Le Sénégal n'est pas dans une situation de sécurité alimentaire totale. À l'heure où je vous parle, les 45 départements du Sénégal ont des poches et d'autres, il y en a 6 qui sont où ça s'est généralisé. Les 39 autres ont des poches d'insécurité alimentaire parce que nous sommes dans un pays du Sahel. Nos productions dépendent donc des aléas climatiques. Tant que nous ferons dépendre nos productions alimentaires, je dis alimentaires, des aléas climatiques, naturellement, on ne s'en tirerait jamais à bon compte. Jamais. Ce n'est pas quelqu'un qui a été défenestré qui le dit. Je l'ai dit dans des interviews pendant que j'étais en fonction. Donc vous confirmez les craintes de famine au Sénégal? Vous savez, la famine, c'est autre chose. Que Dieu nous en préserve. La famine, c'est quand un pays a des ressources financières, les citoyens ont des ressources financières, mais ne peuvent pas accéder aux aliments. Il n'y a pas d'aliments dans le pays et la sous-région ne peut pas leur fournir donc des aliments. Vous ne pouvez rien manger
et vous allez dans une situation vraiment donc de déliquescence totale, vraiment physique. Des gens peuvent migrer et il peut y avoir des morts d'hommes et donc la décimation du bétail. Donc, ceux qui ont parlé de famine, on peut exagérer. Ça, c'est exagéré. Au Sénégal, nous avons ce qu'on peut appeler vraiment une insécurité alimentaire. Il peut y avoir donc de la disette, mais nous n'avons pas encore atteint vraiment donc les sommets qu'on appelle vraiment la famine. Et dans la classification de l'outil que nous utilisons pour déterminer, eh bien, naturellement, la famine correspond à la phase 5. L'urgence pour que des vies soient sauvées correspond à la phase 4. L'insécurité alimentaire, c'est-à-dire vous avez de quoi manger dans la journée, mais vous ne pouvez pas réunir les 3 repas quotidiens. Et donc ça, c'est l'insécurité alimentaire, c'est la phase 3. La phase 2, ça veut dire que ce sont des gens qui ont de quoi réunir, de quoi manger les 3 repas, mais il y a un risque vraiment donc qu'ils prélèvent des ressources non alimentaires si ils ne sont pas renforcés par un projet quelconque dans l'environnement. Et puis donc la phase 1, c'est ceux qui n'ont pas de problème du tout. Voilà. Voilà l'échelle vraiment donc de qualification. Maintenant, quand on dit au Sénégal il y a la faim n'est pas la famine. Vous voyez bien? Donc il faut faire cette distinction. La faim existe au Sénégal, mais la famine n'est pas là. Oui. Alors, nous parlons toujours de sécurité alimentaire. Qu'est-ce qui a été fait par ce gouvernement Macky Sall depuis son arrivée? En tout cas, moi, je dirais ce que moi j'ai fait quand j'ai été vraiment à la tête de ce secrétariat. D'abord, j'ai trouvé ce secrétariat-là dans les abysses, à les profondeurs vraiment donc d'un trou, personne ne connaissait. Et vous devrez me le témoigner. Même la presse doit me témoigner, parce que nous avons même formé la presse à comprendre justement les notions vraiment donc de sécurité alimentaire. Première chose. Et quand nous l'avons sorti vraiment donc de ces abysses, nous l'avons mis sur le plateau national. Et ça a commencé vraiment à luire et ça a commencé à donner des envies. Nous l'avons mis sur le marché sous-régional, sur le plateau sous-régional. Les organisations sous-régionales se sont senties très bien à l'aise, vraiment que le Sénégal a commencé maintenant vraiment à indiquer la voie. La plupart maintenant donc des actes dans les pays de la sous-région en matière de sécurité alimentaire, les experts viennent les apprendre chez nous quand j'ai pris le secrétariat en main. C'était quoi votre travail concrètement? Alors, notre travail consiste d'abord à évaluer la situation de sécurité alimentaire de notre pays. Avec des enquêtes? Il y a des enquêtes que nous ferons. Il y a des suivis de sites sentinelles que nous ferons. Et en même temps, il y a des études que nous engageons pour déterminer la situation de sécurité alimentaire, faire la cartographie donc de cette situation de sécurité alimentaire et de l'insécurité alimentaire. Ensuite, faire la cartographie des projets et programmes qui se battent pour assurer la sécurité alimentaire et faire l'analyse d'impact de ces projets et programmes, ce qui n'a jamais été fait dans ce pays. Ensuite, il faut produire un document de politique, d'orientation des actions de la nation et du gouvernement, ce que nous avons produit aussi, qu'on appelle la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience. Et aujourd'hui, il doit être sanctionné par un document opérationnel qu'on appelle le Programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience, qui est sous excusez-moi, la conditionnalité de 2 coopérations internationales dont je parlais tout à l'heure. Mais ce que nous avons fait encore, c'est d'avoir identifié réellement les problèmes, les Sénégalais qui étaient confrontés à ces problèmes alimentaires. Et de dire au gouvernement, c'est là où ces Sénégalais se trouvent, jusqu'au sein de leur foyer, et leur apporter l'assistance alimentaire, pour que leur vie ne se dégrade pas. Nous l'avons fait. Depuis Senghor, ce fait n'a jamais existé jusqu'au moment où je suis arrivé à la tête de ce secrétariat. Et pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal et institutionnelle, c'est sous mon secrétariat, lorsque je suis arrivé, que le Sénégal a écrit son premier plan souverain de riposte à l'insécurité alimentaire. C'est nous qui l'avons écrit en janvier 2014. Et depuis lors, nous avons repris ces choses-là entre les mains, justement donc de l'Occident,
et des organisations internationales. Mais madame, je voudrais insister sur un fait. Quand le premier plan, nous l'avons écrit, nous n'avons pas voulu sa validation tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la même période, le président de la République devait aller défendre le plan Sénégal émergent devant le Club de Paris. Si on avait validé ce plan, suivant les recommandations du gouvernement, que j'ai refusé, le président serait parti au Club de Paris, il défend son PSE et termine. Les organisations internationales qui sont liées aux bailleurs de fonds qui sont dans le Club de Paris auront l'information que le Sénégal a validé un plan, mais n'avait pas encore dégagé les moyens de la prise en main. Il aura terminé donc de le défendre et tout de suite, les bailleurs lui diront même, Monsieur le Président, votre pays est en proie à la famine, est en proie à la situation d'insécurité alimentaire vraiment sévère. Comment comptez-vous résoudre ça? Ça en était fini du PSE. Parce qu'un pays qui est en proie à la faim, un pays qui est en proie à l'insécurité alimentaire sévère, aucun bailleur vraiment donc ne voudrait mettre son argent là-dedans. Donc nous avons été les sauveurs du PSE en son temps, au moment où il a été fabriqué, créé, confectionné, élaboré, et il devait être défendu pour avoir donc les financements externes. Nous sommes assis sur notre plan et on a attendu que le plan soit défendu. 2 mois après, on a trouvé les ressources pour exécuter ce plan-là, avec ou sans l'appui des partenaires extérieurs. Ça veut dire qu'on a voulu montrer à la face du monde que le Sénégal est capable justement de prendre ses propres problèmes en charge. Et c'est ça qui a sauvé l'essentiel donc du PSE. Merci Ali Mohamed Sega Camara. C'est la fin de ce grand oral. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie surtout. Et merci aux téléspectateurs de Réumi.com. Merci. C'était l'invité de ce grand oral, Ali Mohamed Sega Camara, ancien secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Merci aussi à vous, amis auditeurs, d'avoir été parmi nous durant cette heure sur Réumi FM et sur Réumi.com. Merci à Chertiam pour la caméra et les photos. Vous pouvez justement suivre cette émission sur le site Réumi.com en vidéo. Elle sera reprise par le quotidien Réumi dans sa parution de lundi et rediffusée sur Réumi FM lundi à partir de 18h. Merci à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité. Merci aussi à Ibrahim Mandoiba pour la partie technique. C'était Fatou Thiam devant ce micro et c'est toujours pour moi un plaisir de vous servir. À samedi prochain, Inch'Allah, pour un autre grand oral avec un autre invité. Excellent week-end.